Et merci d'accueillir notre invité Jérôme Banner dans le studio, s'il vous plaît. Joe Star, le banner. Salut Jérôme, bienvenue. Bonjour à vous, comment allez-vous? Bah ça va très bien, très heureux de t'accueillir sur Move. Tiens, mets bien le micro en face de toi, comme ça on t'entend bien. Profite de ta voix quand même. T'es là pour nous parler de cette autobiographie qui est sortie hier, Tokyo Fight, Jérôme Le Banner, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais bon. Il y en a peut-être très peu, mais on va quand même le rappeler. Champion du monde de kickboxing, de Muay Thai, champion de full contact aussi. 30 ans de carrière à peu près, c'est ça? Ouais, 30 ans, ouais, j'ai commencé à 18 ans. Ouais, j'ai commencé à 18 ans, bon. Donc c'est tout ça, 18, 52, on fait le calcul. Beaucoup de combats. Ouais, beaucoup de combats. Plus de 150 combats, c'est ça? Ouais, 170, quelque chose comme ça, ouais. Pas mal. Avec le MMA, parce qu'en fait, moi, le MMA, c'est connu. Enfin, on est au Japon dans les années de 97 et c'est hyper connu là-bas. Donc, que ça vient d'arriver chez nous, finalement. C'est vrai, parce qu'on a toujours un petit peu en retard. La France, on a un petit peu. Beaucoup là. À la traîne. Ouais, à la traîne. Du coup, il y a la bagarre, mais pas que. Acteur, coach, entrepreneur aussi. Ouais, aussi. Plein de choses. Dans ce livre, tu reviens évidemment sur toute ta vie. Ce livre, c'est l'histoire d'un combattant, mais surtout de l'homme qui a derrière le combattant, avec plein d'histoires, des histoires d'amour, de trahison. Ça, c'est la vie, quoi, en fait, finalement. Une autobiographie dans la vie d'un homme, ça arrive toujours en général à un moment, un tournant de la vie. Pourquoi toi, t'as voulu le faire à ce moment-là? Ce moment-là? Parce qu'en fait, non, c'est depuis 2 ans, 2-3 ans, il y a Karim Ben Ismail que je connais depuis 25 ans, que j'appelais le Moudjahidine écrivain. On l'a pas dit, mais qui t'a aidé à écrire le livre. C'est carrément lui qui l'a écrit, donc avec sa plume et puis son esprit. Et donc, il me disait, oui, il faut laisser une empreinte, tu comprends, parce que les Français ne savent pas ce que tu as vécu au Japon, comment t'as réussi tout ça. En fait, moi ça m'intéressait pas, la vérité, ça m'intéressait pas. Donc, au bout d'1 an, il revenait un petit peu à la charge. Il revenait à la charge tous les 6 mois. Puis à un moment donné, il est venu avec Pierre Botura, un des directeurs des arènes. Et puis ils sont venus chez moi. On a fait un petit, j'aurais fait à manger, tout ça et tout. J'aurais fait un petit peu les épices africaines. Oui. Dit-il en regardant bas. Oui, j'ai fait, tu sais, une joue de bœuf avec des épices manjac. Et donc, il connaît. Et puis après, donc ils sont revenus. Donc j'aurais fait à manger. On en a reparlé, puis Pierre était vraiment insistant parce qu'il aime beaucoup le Japon. Il m'a dit c'est comme bête parce que là-bas quand je vais au Japon, même dans certains, enfin dans tous les endroits où je vais, dès qu'on parle de Frenchie, France, pareil, c'est toi qui reviens au devant de la page. Donc il me dit qu'est-ce que ça serait vraiment bien qu'on puisse expliquer ce qui s'est passé au Japon. Et puis, il y a un moment donné, quand ils sont repartis, j'aurais dit, OK, les gars, let's go. Et donc, il m'a dit, par contre, il va falloir que Karim passe un peu de temps avec toi, même un peu beaucoup, et venir au Japon. Et là, j'ai dit, si c'est Karim, j'ai dit, OK, let's go. Okay. Bon, alors oui, parce que tu le précises là, les Français savaient pas forcément ce qui se passait au Japon pour toi. Moi, je vois, j'étais gamin quand j'entendais parler de toi au tout début. On te voyait dans certaines émissions de divertissement. On parlait pas forcément de sport et de tout ce qui se passait pour toi. Et là, dans le livre, on l'apprend vraiment. Au Japon, t'es vraiment une star. Et même encore aujourd'hui, j'imagine, il y avait des figurines à l'époque à ton effigie, des petites figurines, des jouets, quoi. Vraiment. Et puis tu te produisais dans des arénas de 70 000 personnes. C'était quelque chose, vraiment. 80 000, 90 000, 90 000. Donc vraiment, c'était quelque chose. Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont pas forcément familiers des sports de combat, ce qu'est le kickboxing et ce qu'est le K1 aussi? Ok, donc le K1, c'est du kickboxing. Donc le kickboxing, c'est du pied-point, donc on peut frapper dans les jambes, genoux. Il n'y a pas les coudes parce que justement, ils voulaient pas que un combat assez vivace, assez mobile, ça se fasse arrêter par une coupure. Donc on mettait pas les coudes. Donc c'était de la boxe taille avec sans les coups de coude, des rounds de 3 minutes. Il y avait des fois on faisait 5 rounds de 3 minutes et donc ou des fois des 3 rounds de 3 minutes quand on faisait 3 combats dans la soirée. Faut savoir qu'on faisait des fois 3 combats dans la soirée. Et donc en fait le K1 c'est quoi? C'est parce qu'en fait le dirigeant le fondateur du K1 qui s'appelle Kazuyoshi Ishii, lui il y avait du karaté, du taekwondo, même des fois de l'aïkido, du kempo. En fait il avait compris que toutes les arts martiaux qui stand up, qui combattent debout, commencent par un K. Donc il fait K and will be number one at the night. Ok. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Moi j'ai trouvé le livre super et je vois que dedans on dirait que c'est un peu un journal intime. Du coup je voulais savoir si tu avais un journal intime toi ou pas du tout. Non, je n'ai pas un journal intime. Est-ce que ça t'a fait du bien du coup d'écrire toutes ces choses sur ta vie?
Alors, heureusement que j'ai eu Lydia qui était j'ai ma fiancée du début parce qu'elle a vraiment une mémoire d'éléphant, ouais, vraiment. Et puis donc grâce à Karim aussi parce qu'il m'a fait quand même ce qu'on appelle la maïotique. Tu sais, Socrate il faisait la vraie connaissance quand commence quand la connaissance s'arrête. C'est reposer des questions et mettre sur la table le puzzle et nommer le puzzle. Donc pour moi c'était un peu compliqué parce qu'il faut que je me rappelle de tout ça. Bon. J'ai fait quand même des after-fight assez tonitruants. J'ai pris comme pas mal de coups dans la tête. Et donc la tête, c'est pas un ballon. Et donc il manque pas des neurones. Mais ouais, il y a un moment où est-ce que j'ai perdu des vis à la roue. Donc il a fallu que je me concentre. Ouais. Et puis et aussi d'avoir l'aide de certaines personnes, tu vois, comme la mère de mon enfant, Gilles Arsène, Rani Berbachi, voilà des gens comme ça. Sinon, après ça pouvait c'était fluide, mais il me fallait comme des images, tu vois. Et donc grâce à Lydia, donc qui est elle au Luxembourg et tout, on a fait une analyse, on a fait une analyse sur le truc et voilà. Ok, c'est incroyable. Dans le livre, là, tu parles toujours de tes adversaires avec beaucoup de respect. Ça, c'est un truc qu'il y a de toute façon de manière générale dans les sports de combat. Malgré tout, sur le ring, il y en a à qui t'as fait sérieusement du sale. Et tu dis, par exemple, tu parles d'un certain Mike Bernardo, un de tes premiers combats, où tu dis dans le livre, on a livré un combat brouillon, mais j'ai fini par lui briser les jambes. KO au deuxième round. Et toi, tu dis qu'en fait, cette violence-là, contrairement à tout ce qu'on peut penser quand on connaît pas les sports de combat, ça renforce votre humanité. Tu peux nous expliquer ça ? Bah, c'est un peu, tu sais, c'est un peu, ouais, tu sais, par exemple, des fois, ils s'invectivent, il y a des belligérances entre eux et tout ça, donc on voit des gens qui vont se traiter de ça, puis à la fin, ils s'embrassent. Ils se respectent parce que pourquoi c'est que du sport, tout ça, c'est que du sport. Donc, il y a une espèce de respect. Parce que, en fait, pour moi, j'étais dans des milieux, par exemple, où on disait, le respect n'existe pas. La peur, oui, mais le respect, non. Voilà, et donc, je vais pas dire les mots qu'on dit, parce que voilà, on peut plus trop parler de ça, mais comment dirais-je, donc il y a ce respect est vraiment important quand tu t'entraînes et qu'on se bat, on est sur le même piédestal, on est sur la même surface, que ce soit un ring, une cage ou un tatami ou whatever, et tu respectes la personne parce qu'elle a fait pas la même job que toi, mais elle va avoir la même entité, tu vois, que toi. Voilà. Ok. Et désolé, je bug là. On a déjà commencé la soirée. C'est exactement ça, c'est déjà le week-end ici. Ouais. Elle était ambiancée. Elle était prête Il y a une phrase qui résonne et qui revient tout le long du bouquin, c'est une phrase qui t'est apparue. À un moment, il faut que tu aies ton chemin pour chemin. Ouais. Et cette phrase-là, déjà, dans quelles circonstances tu l'as entendue ? Alors, on va prendre pour un fou, mais j'avais peut-être 14 ans, j'étais en retard au collège, j'étais en dessous de mon bureau et je m'étais autorisé à rêver ce que allait être mon futur. Quand t'as 14 ans, bon, c'est pas des choses communes. Et il y avait un truc qui me disait il faut que tu aies ton chemin pour chemin et avoir aucune limite pour limiter. Et en fait, c'est une phrase qui avait Bruce Lee à l'époque, et pourtant j'avais lu nulle part. Mais comme si que, tu sais, je pense que la vie est un... Soit on est comme les Asiatiques, on va dire que c'est comme un cercle, c'est temporel, on est déjà repassé par là. Des fois, ça vous est déjà arrivé où tiens, c'est cette phrase me dit quelque chose. J'ai l'impression déjà des quelques voilà. Et donc ça on te fait ça chez Manjac par exemple, il y a la forêt et il y a des anciens qui te disent justement de re-aller dans le passé même des anciennes entités. Et moi, si tu veux, j'ai eu ce truc-là tout seul en me disant voilà, il s'est passé quelque chose et il faut que je me connaisse moi-même, tu vois. Et donc voilà, avoir aucun chemin pour chemin, c'est on doit pas délibérer pour toi. Tu dois prendre ce chemin pour toi parce que c'est voilà, tu le penses comme ça et tu dois le faire comme ça. Voilà. On parlait du Japon, de Tokyo en l'occurrence parce que c'est là-bas vraiment que tu t'es révélé et que tu as explosé en tout cas. C'était quoi ton premier sentiment quand tu es arrivé à Tokyo, toi qui as grandi au Havre ? C'est quand même un choc des cultures. Ouais, de ouf, ça doit être différent. Et encore plus à l'époque, parce qu'on est fin des années 90, il n'y a pas Internet.
Donc finalement, on voit un peu à la télé, mais que c'est quand même loin de ce qu'on a aujourd'hui en termes de moyens pour pouvoir découvrir des endroits à distance, quoi. Quand j'arrive la première fois à Tokyo, j'ai pas l'impression d'avoir pris un avion. J'ai l'impression d'avoir pris une navette spatiale. Ouais. J'ai l'impression que je suis dans un autre monde. Je sais pas, déjà pour leur apparence. Et par contre, c'est vrai que tu sais, en plus, c'était complètement c'était compliqué pour moi parce que moi, le Japon, pour moi, c'était Olivier Tom, Jeanne et Serge, Juliette Joten, Dragon Ball, Goldorak, Senkukai. Moi, et en fait, ils avaient un peu les yeux ronds, les mecs, tu vois. Dans les mangas, puis là, je vois des gens qui dit voilà, et plus petits, et puis des fois des beaucoup plus gros, et il y avait il commençait déjà à y avoir des robots, et tout est propre. Comme si il y a personne qui était, c'est la première fois que voilà, l'autoroute, on m'aurait dit tiens, ton Yotip, tu dois ton gage, c'est de lécher sur 2 mètres l'autoroute, il y a aucun problème. Il m'aurait franchement, c'est propre, c'est quand même parti super loin. Je suis même pas, qu'est-ce qui se passe? Merde, oh là. Non, mais c'est vrai, je me suis toujours demandé, enfin, les autoroutes sont super propres. Et les halls d'aéroport sont nickel de chez nickel, on se croit même dans un hôpital. Et en fait, tout est aseptisé. Et donc, c'est ça qui te rend la vie, ça te rend pas la vie difficile, mais ça tu dis merde, je suis ouf. Même encore maintenant, quand j'arrive au Japon, je me dis waouh, la différence de culture. C'est toi qui as dû t'adapter du coup. Ah bah oui, moi de toute façon là-bas tu peux pas. Non, tu lèves tes chaussures et c'est normal. Je suis l'étranger dans le truc, même si c'est bon, il y a l'insularité, ce qui fait que c'est une île et tout ça, donc voilà, mais je me penche comme ça pour dire bonjour. Il n'y a pas de contact physique. Les Japonais ne veulent pas de contact physique. D'où d'ailleurs les toilettes japonais, par exemple, tu vois, ils veulent pas de contact physique parce que pour pas que tu apportes de maladies. Les toilettes japonaises, tu sais, où tout se lave automatiquement avec la petite musique et puis le siège chauffant. Bah ouais. Ah, t'as passé des bons moments. Ça c'est bon ça. T'as des souvenirs de gaffes que t'as fait là-bas en arrivant avec tes codes français? Ah bah oui, par exemple une soirée un petit peu arrosée, on prend la fille de l'hôtel, on la met à la piscine avec nous. Bon bah non ça. Ça passe pas. Ah non, ça passe pas du tout. Ah là, la réceptionniste dans la piscine. Ouais, il y avait déjà enfant, j'aurais bon. Non. Mais c'était gentil, c'était pas méchant. Et elle rigolait avec nous, elle venait avec nous. Bon, puis le lendemain, par contre, je pense que les caméras ont fait que son directeur a dit non, ça on n'a pas le droit. Donc on s'est fait attraper, on était obligé de donner les fleurs. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, puis là, l'année dernière, j'ai une copine qui a donc elle mettait un sac où il fallait pas une fois, 2 fois, 3 fois. Tu le racontes dans le livre aussi. Puis bon, elle a essayé de lui mettre une petite clacounette, on va dire. Bon bah elle a fini 15 jours en garde à vue au Japon. On n'en dira pas plus parce que l'histoire est bien détaillée dans le livre. Et on démarre ce week-end avec notre invité Jérôme Le Banner qui est toujours là. Jérôme Le Banner qui vient nous parler de sa carrière et de cette autobiographie qui est sortie hier, Tokyo Fight. Ça parle évidemment combat, bagarre, mais de plein d'autres choses. Avant qu'on revienne sur le bouquin, j'aimerais avoir ton avis sur un truc. Il y a Mike Tyson là qui fait l'actu. C'est le jour idéal pour en parler. Il fait un combat cette nuit contre l'influenceur Jake Paul. Je sais même pas comment on l'appelait, l'influenceur, c'est ça? Non, je pense que non. On peut dire boxeur maintenant. Je pense que tu peux dire boxeur. Bon, enfin contre Jake Paul en tout cas. Alors c'est choc des générations parce que Mike Tyson c'est 58 ans si je me trompe pas. Et l'autre je crois que c'est 29. 28. Donc bon, 28, c'est un peu compliqué. Mike Tyson, déjà toi t'as failli croiser sa route. On parlait à une époque d'un combat entre vous deux. Ça se faisait au Japon normalement, et puis après bon, ils se sont vus. Ils ont vu qu'il avait un casier, un records, et donc il ne pouvait pas, il ne pouvait pas œuvrer pour avoir son visa de travail. Donc on voulait faire à Vegas, on voulait faire un 4 rounds 6 fois 3 minutes, et après de faire un 3 fois 3 minutes dans l'Europe pour kickboxing. Et puis mais en anglaise à la base. En anglaise. Ouais. Parce que moi j'ai signé avec Don King, avec son promoteur d'ailleurs. C'est ça, le fameux Don King. J'ai signé à Miami avec lui pour faire. On a fait 6 combats ensemble, 6 combats de boxe anglaise, et après le Japon me manquait trop.
Ouais. Ok. Et du coup, il se dit que Mike Tyson, t'avais répondu à une interview à l'époque en disant si jamais il se reproduisait ce qu'il avait fait avec c'était avec Holyfield, l'oreille, mordu l'oreille, toi t'avais dit bah il prendra mon 45 dans la tête. Dans la tête, je vais pas dire mon 44 parce que le 44 il est sous terre, mais le 45 en pleine tête. Bang bang, voilà. Merci bien. Et du coup, il se dit que bon, ça avait mis une petite pression supplémentaire et surtout que l'entourage de Tyson avait dit bah non, si l'autre il est incontrôlable derrière, on va pas vous mettre tous les deux sur un ring quoi. C'est réel ça? Oui, c'est vrai parce que j'avais même signé un contrat j'avais même signé une référence avec son avocat de Hawaï, justement en leur disant que si je mettais en exécution lui mettre le 45 dans la tête, c'est un coup de pied en pleine tête, s'il faisait le con, ma bourse elle est gelée de 80 ou 90%. Donc, ok, ouais. d'accord. Mais toi, t'étais quand même ok pour faire le combat malgré ça? Oui, comment c'était une boutade. Ouais, ok, d'accord. et alors du coup, j'aimerais moi ton avis sur ce combat qui va avoir lieu cette nuit. Est-ce que ça te parle, ce genre de combat entre déjà des générations complètement différentes, puisque Mike Tyson, c'est une légende de la boxe, mais il a fait son temps évidemment. Est-ce que déjà, tu penses que Jake Paul a ses chances contre Mike Tyson à 58 ans? Je pense que Jake Paul va goûter le sol avant le second round. Voilà, c'est tout. Vraiment? Parce qu'il s'est entraîné. Il s'est entraîné. Moi, dernièrement, j'ai fait un combat où est-ce que pareil, il y avait un choc de génération. Je me suis pas du tout entraîné parce que j'avais vraiment beaucoup trop de trucs à faire. Je l'ai pris à la légère. J'ai mangé un coup de pompe en pleine tête. Voilà, au lieu de que je voulais raccrocher les gants c'était au Tokyo, le K1 revenait. Je voulais mettre les gants par terre. En fait, c'est mon cul qui a fini par terre. Bon, c'est vrai, je vais le reprendre en Belgique et puis là, je vais m'entraîner et puis là, je vais le détruire, c'est tout. Ok. Je sais. Et là, donc, pour toi, Jake Paul n'a aucune chance. Oui, la boxe, tu sais, la boxe, il y a plein de tournants. Donc, quand tu prends le tournant, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, tu sais pas ce qui arrive. Donc, des fois, tu mets les pleins phares. Lui, je pense que la lumière va être éteinte. Ok. Et là, à la suite de ça, est-ce que toi, tu te verrais aujourd'hui, parce que là, tu démarres le livre en disant c'est mon dernier combat, j'ai terminé. C'était en juin 2024, si je me trompe pas, il y a quelques mois. Ouais. Mais est-ce que tu te verrais quand même pour un combat d'exhibition comme ça un jour faire un combat avec Mike Tyson, puisqu'il repart? Je fais direct. Ah ouais? Bien sûr. D'ailleurs, ça va se faire soit là ou parce que là, je suis en train de créer avec c'est ce qu'on appelle le jeu, ça va s'appeler Fight F2YTE. C'est Fight et donc c'est avec la réalité virtuelle. Et là, je sors de Rennes où est-ce qu'on a, tout est en ordre. Ça va sortir au mois de mars. On pourra combattre. Justement, on essaie de chercher en contact avec Mike Tyson pour faire ce match mais en virtuel. Okay. Voilà, s'il veut, à moins que là il gagne et puis qu'il se sente bien et qu'il a envie de tâter un peu de mes points et voilà. Ouais, non, mais moi je vais tâter. Non, mais de toute façon, j'ai un grand respect pour lui, mais s'il veut goûter la salade de phalange, comme on voit qu'il y a beaucoup de respect, c'est bien. Le camembert japonais. Non, mais oui, à moins qu'on va contre Mike Tyson, bien sûr, c'est bien sûr. Là, je m'enferme avec voilà, je m'entraîne. Ok. Mais est-ce que toi, tu te verrais faire comme Mike Tyson par exemple, donc du coup affronter un youtubeur français qui est devenu dans les sports de combat et tout? Non. Ce genre de combat d'exhibition, ça me dérange pas. Non, ça me dérange pas que certains le font, tu vois. Ouais. Voilà, je sais qu'il y a mon pote là, Greg MMA va le faire bientôt. Ouais. Et contre un youtubeur, mais pareil, le mec s'entraîne. Ouais, non, les mecs s'entraînent sérieusement. Donc c'était un youtubeur avant. Moi je ferai pas. Parce que non, je sais pas, moi je veux quelqu'un qui est dans ça depuis qui est vraiment dans ton livre tu le dis, toi ce que t'aimes c'est surtout les challenges. C'est les challenges, ouais. Okay. Moi à un moment donné il y avait un mec qui s'appelait je l'appelais PQ, tu vois, Patrice Carteron. PQ. Voilà, PQ. Bon voilà, il voulait me rencontrer à un moment donné, mais je sais pourquoi il voulait me rencontrer, parce que j'avais pas mal de blessures à l'époque et tout ça. Et le mec dit non, Patrice, rencontre des mecs au moins qui sont au moins 15e, 20e mondial, gagne contre ces mecs-là pour que ça me donne envie de te boxer. Ouais. Moi, te boxer pour les ronds, j'en ai, je m'en fous. Donc voilà, donc il me faut un challenge. Là, tu as boxé un tartampion, tu t'es fait mettre KO. Non, combat pierre, Moussou, ce que tu veux, mais combat et gagne. Et là, tu vas me faire plaisir, ça va me donner envie. Envie. Je me bats pas comme ça, non, moi j'ai autre chose dans la vie à faire. Ouais. Ah, très bien. Ok. Il y a dans ton livre un truc qui revient souvent, c'est la solitude. À la fois quand tu étais enfant, et puis aussi la solitude qu'un combattant peut ressentir avant un match. Tu dis que voilà, tu parles de ton enfance, des parents peu présents, t'en parles beaucoup, sans vouloir trop en dévoiler sur le livre. Est-ce que visiblement ça t'a endurci tout ça. Ah oui. Est-ce que tu penses que t'aurais été ce même champion
sans cette enfance et sans cette jeunesse? Non, je pense pas. Avec les mêmes parents, tout ça, non, j'avais été élevé dans la Watt. Non, c'est vrai. Non, je pense qu'il a fallu des exercices de vie, et ces moments de solitude pour justement me permettre de rêver à quelque chose que je ne pouvais pas atteindre. J'ai rêvé, j'ai voulu, à chaque fois que je rêvais, je tendais ma main pour l'attraper, et puis à force de tendre la main pour l'attraper, cette main, donc c'est possible, mais le possible après devient réel quand réellement que c'est factuel. Et puis donc là, de force de rêver à cet objet que je touche, l'objet, il est devenu du possible, il est devenu réel, voilà. Okay. Tu penses que c'est possible d'être un champion sans ce vécu? Pas toi, mais en général, vu que beaucoup de champions ont eu un passé un peu compliqué. Je pense que dans chaque personne ouais. qui se démarque un petit peu de l'opinion, d'ailleurs, de l'éthique, on va dire, voilà, du moral, je pense que oui, on a quelque chose de spécial. On a quelque chose où est-ce qu'on se permet. Voilà, je pense qu'on va dire oui, il faut rêver réaliser son rêve. Non, je pense que c'est vrai. Pour que le possible devienne réel, il faut le rêver. Il faut tous les jours, toujours, faut y penser. Pour y donner du possible le réel, pour donner cette vie. Voilà. Ok. Et du coup, tu penses que c'est ce genre de compétences que tu as eu par rapport à ton enfance? Naturellement, je pense que oui, naturellement. Okay. Mais il y avait quelque chose d'un petit peu philosophique dans ma manière de faire. C'est comme maintenant, je pense vraiment que soit la courbe de la vie, c'est linéaire, progressiste, ou c'est circulaire, tu vois. Donc mais je pense qu'on revit les mêmes choses, mais on avance en même temps, donc il y a un peu des deux. Ok. Il y a dans ton livre, tu parles évidemment de toutes les rencontres, de beaucoup de rencontres que tu as fait autour du milieu des sports de combat. Il y a beaucoup de gens dont tu parles qui sont plus en vie. Certains se sont donné la mort même. Est-ce que il y a un mal-être commun à tous les grands champions? Oui. Je pense qu'il y a... je pense que pour arriver à un certain niveau d'excellence, il y a l'excès. Comme voilà, tu vois, il y a dans l'excellence, il y a l'excès, et je pense aussi dans le génie, il y a aussi la quand on a un génie, il y a aussi la, comment je pourrais expliquer, il y a quelque chose, il y a une petite rivière entre le génie et la folie. Tu vois. Ouais. Et il y a un moment donné où le génie ne suffit plus, la folie revient. Okay. Et donc on se bat contre cette folie. Enfin voilà, je pense que je suis pas net là-haut. Tout est pas clair. Donc je pense que grâce au sport, ça me remet les idées en place, ou les coups que j'ai pris dans la bouche, ou même les coups de la vie que vous, chacun de vous trois, a pris. Et je pense que voilà, c'est des choses qui te remettent dans cette excellence. Parce que du coup c'est vraiment réel tout ça, parce que ça marche dans plein de sports. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple, Kobe Bryant. Ah non, je croyais que Kobe Bryant, paix à son âme, grand champion de basket, mais quand tu parles de cette rivière entre le génie et la folie, parce qu'il y avait certains excès chez lui par exemple, tu vois, mais c'est un grand champion quand même parce qu'il avait ce génie là. J'aimerais bien savoir si toi il y a un sport que tu suis vraiment beaucoup hors sport de combat, et si tu aurais pu faire carrière dedans. J'aime beaucoup le cyclisme. Ok. J'ai fait une fois avec mes potes on nous appelait les mammouths parce qu'on faisait plus de 80 kilos. On a fait on roulait tous les week-ends ensemble, même la semaine, et après on s'est dit on se fait un pari fou, on va faire une journée avant le Paris-Roubaix. Et donc on l'a fait. Moi c'était marrant parce qu'il y avait une espèce de vieux Hollandais qui ressemblait au Père Noël, une grande barbe blanche. Il sortait avec son vélo comme ça, et je me rappelle, on rigolait un petit peu, et moi on fonçait, et forcément sur le plat, tout le monde était derrière moi, parce que donc on appelle sucer la route, ils sont tous derrière pour éviter le vent. Et à un moment donné, j'ai le premier chemin de pavé, j'ai ma gourde qui se barre, parce que normalement tout le monde les avait attachés. Moi on l'avait pas dit, donc je les avais pas attachés avec le scotch. Le premier secteur pavé, la gourde qui se barre à droite. Deuxième secteur pavé, la gourde qui se barre à gauche. J'ai été déshydraté. Au bout il me restait peut-être 30 km à faire. J'étais dans le jus. Je tombe dans le fossé. Je te promets. J'essaie de remonter, et j'entends j'essaie de remonter, et puis à un moment donné j'entends
C'est le lièvre et la tortue, quoi. Le vieux qui passait tout doucement, puis c'était un Hollandais, il me dit alors, allô, Schrout, j'ai Rui Morne, il dit ok. Alors voilà, donc non, j'aimerais bien. Non, les sports. Les sports, j'aime bien le cyclisme. C'est pareil, c'est contre soi-même, c'est d'aller contre la douleur physique, mentale. Il y a un rapport, il y a une symbiose entre les deux qui fait que l'adrénaline. C'est ça le sport que tu penses aurais pu faire carrément. Ouais, j'aurais aimé faire ça, ouais. Sinon, tout ce qui est fou, tout ça, je suis très mauvais. Tu le dis, mauvaise coordination des. Mauvaise coordination, dyspraxie, whatever. Quand on est Jérôme Le Banner et qu'on s'illustre dans un sport de combat comme tu l'as fait, j'imagine que de temps en temps on doit croiser des gens qui veulent nous tester. En découdre. Ou juste jouer les malins des fois, tu vois. J'imagine que ça t'est arrivé. Écoute, un peu en boîte de nuit en fait, un peu en boîte de nuit. Mais les mecs, comme ils tiennent pas debout, tu leur mets une bonne grosse tarte dans la gueule. Et puis ça, voilà. Et puis quand tu vas en boîte, j'ai tout. Enfin non. Oui, c'est plus par le regard, tu vois. Ouais. Ça c'est très français. T'es jamais seul en soi en boîte. Ouais, non, puis il fait un peu généralement, un chien qui aboie ne mord pas. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Pas trop. Honnêtement, pas trop. Mais du coup, toi, le fait d'être justement champion de kickboxing, est-ce que tu vas avoir. Est-ce que tu vas me chercher, je vais y aller? Ouais, voilà. Est-ce que tu vas avoir justement tendance à ne pas y aller parce que tu dis, en face de moi, j'ai forcément quelqu'un qui est moins fort. La plupart du temps, il sera moins fort que toi. Ouais. Et donc, c'est dangereux. Oui, bien sûr. C'est dangereux parce que tu peux tuer. Est-ce qu'on pense à tout ça parce qu'on est assis? Oui, là, oui. On est en vendredi. Non, mais dans la vie, c'est ça qu'on appelle. Si on est avant 2h du matin, je vais réfléchir. D'accord. Si après 2h du matin, je réfléchis plus. Ok. Je fonce dans le tas et je ne sais pas s'il a un couteau, un machin, je m'en tape. Mais t'as eu peur des fois? T'as mis un mec sur le carreau en te disant putain, là j'ai peut-être fait une connerie là? Oui, en boîte de nuit, quand je travaillais, bien sûr. Parce que t'étais portier en boîte de nuit. J'étais portier en boîte de nuit, je mets un coup de pompe à un mec. Il était, il a pris bien au menton, il est tombé la tête, la première, il a claqué par terre. Waouh, le videur qui était à côté de moi, donc on commence à le prendre par le cou, on lui fait pas de bouche à bouche, pas encore. La lumière clignote, donc ça veut dire qu'il y a encore une baston en haut. Je remonte en haut et donc je calme le truc, je redescends et là je vois mon pote videur qui me fait. C'est fini. Quoi? Ouais, et je dis waouh. En fait non, il a dit ça allait pas bien, je l'ai mis sur le côté de la rue. Ouais. Moi aussi j'ai cru. Ah donc c'est fini, ça va mieux en fait. Ça va mieux. Mais le geste qu'il a fait là. Lui il est bête ou quoi? Ça va pas te faire ce genre de geste. En fait là, 25 ans, tout le sang il passe plus. Il se glace, ouais. J'ai dit merde. En fait il était là en train de reprendre ses esprits le mec. Bon du coup tu lui en as remis une et puis. Non, du coup je l'ai aimé. Je dis je t'aime bien toi, allez, je te paye un coup. Tu veux rentrer? Il a du mal à s'en mettre, Ok. Dans ta carrière, il y a évidemment les sports de combat, mais le cinéma aussi, qui a pris de la place. On t'a vu dans plein de films, Scorpion, Astérix Obélix, Fatal, Nicky Larson aussi un peu plus récemment. Et il y a un film, Babylone AD, Babylone AD, dans lequel t'as pu croiser Vin Diesel. Vin Gasoil, justement. Tu la racontes là, tu la racontes très bien. Je veux te laisser la raconter cette histoire. C'est que en fait, voilà, il arrête pas de me dire yes, I want to do, je veux faire ci, je veux faire ça. Il y a Alain Filgars qui est sur le plateau, qui est le régisseur au niveau des cascades. Il lui fait faire des trucs, il veut faire des trucs comme Ip Man, des sauts périlleux et tout. Bon, et puis en fait, mon pote Alain, donc de l'époque, lui dit ok, pas de problème. Il commence à l'entraîner, il commence à monter la chorégraphie. Et le mec, je voyais bien qu'il en avait rien à foutre. Et quand son coordinateur de lui, des cascades est venu des États-Unis, il a commencé à lui faire tiens, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. L'autre il a dit non, on fait pas rien du tout. Donc il y a eu 3 semaines de travail pour rien mis à la pause, mis dehors, parce qu'en fait le mec il avait dit je veux ci, je veux ça, mais il fallait encore l'aval de son directeur artistique. Ok. Donc ça nous avait bien gonflé, donc on a fait toute une chorégraphie qui ne marchait plus, parce que ce qui marchait c'était une continuité, et donc et puis il s'en foutait, il voulait pas s'entraîner, donc moi à un moment donné j'ai été le chercher dans sa chambre d'hôtel, et puis je l'ai attrapé par le callback et je lui dis écoute, je dis mon pote là, c'est un acteur, écoute-moi. Ouais. Bah oui. Parce que il avait pour vendre à Mathieu Kassovitz, qui c'était il était vidéo en boîte de nuit. Moi quand je suis sorti dans la rue, j'ai bien vu que le mec c'était
Non, c'était un acteur, il était devenu acteur. C'est devenu un acteur. Excusez-moi pour ceux qui l'aiment, hein, mais il peut faire Fast and Furious, c'est même pas lui qui fait ses cascades. Il a même un cascadeur pour montrer son crâne, parce que des fois, quand il a envie de finir plus tôt la journée, on fait ses dialogues le matin, et puis le soir, on fait doublure crâne. Ah ouais, doublure crâne, la vérité. Ah non, tu viens de détruire ma vie. Bah oui. Ah putain. Ouais. Non, mais la vérité, C'est pas beaucoup, je te dis. la vérité fait mal. Ouais, c'est douloureux. Bon, du coup, donc on s'est attrapé. Non, pas copain. Non. Les mecs, non, moi je peux voir un mec comme Clovis Cornillac qui a eu du guts, et puis avec qui on s'est entraîné, et puis qu'on a fait le film Scorpion, qui a sans doute pas eu le Showtime, et puis tous les trucs derrière, mais je pense que voilà, c'était. Ouais. Je pense pas quelqu'un, ou même comme Ragnar qui s'est entraîné. Quelqu'un qui voilà, s'entraîne. Même Caris avec qui on a fait le film, parce qu'il y a un film qui sort bientôt qui s'appelle Le Jardinier avec Jean-Claude Van Damme. Mais oui. Et même Michael Youn s'est entraîné. Non, des mecs comme ça, oui, là, on oui, mais t'es dedans d'ailleurs. T'as vu dans la bande, on a eu la chance de voir la bande-annonce un peu en avant. C'est un film Prime Vidéo qui va arriver cette année. Et effectivement, t'es dedans. Jean-Claude Van Damme, Michael Youn, Jérôme Le Banner. La bande-annonce dans mon En fait, on vient foutre la merde, mais en fait, Le Jardinier, c'est Jean-Claude Van Damme. C'est beau, c'est beau. CVD. Je voulais qu'on parle, avant de te libérer, d'un dernier truc. Il y a un programme qui s'appelle MMA Academy qui arrive pour M6 et M6+, c'est ça M6+. Et tu es le directeur de cette académie. C'est quoi? C'est une Star Academy du MMA? C'est plutôt un loft, tu sais, le loft avec Loana. Loft Story, ça vous parle pas? Oui, ça vous parle? Si, moi ça me parle. Un petit peu, voilà. Loana ou les ch'tis à Cancun, les Marseillais qui font du beurre, voilà. Ça, c'est pas mal. Bon, voilà. Comment dire, donc voilà, il y a 28 prétendantes qui vont se rencontrer, qui vont vivre ensemble. Il va y avoir des exercices, voilà. Et puis moi, comme je suis le directeur, des fois j'en sauve, des fois j'en punis. Et puis voilà. En plus, ils combattent dans mon organisation qui s'appelle le KOF, King of Fighters. Et d'ailleurs, ce soir, s'il y a encore des places, venez tous ce soir à 20h30 à Orléans, au Comète d'Orléans. C'est une grosse organisation et on fait ça même 2 fois par mois. Et donc les finales se font pendant le KOF du mois de Amiens, voilà. Ok, d'accord. Donc qu'on comprenne bien, c'est des gens qui sont pas du tout dans les sports de combat, ou c'est des gens qui font déjà du MMA? Alors, c'est des gens qui sont amateurs en sport de combat et qui vont en découdre, avec des gens qui ont un petit peu plus de métier qu'eux. Il y a quoi? Il y a peut-être des fois 2-3 combats de différence, mais on voit des gens qui en veulent, et des gens devant la caméra. Il y a un moment donné, il y a des grandes stars américaines de l'UFC qui sont passées par ce qu'on appelle Ultimate Fighter, le TUF. Voilà. C'est une télé-réalité. C'est ça, c'est une télé-réalité. On les suit, ils combattent. Ils ont combattu au KOF de Nancy, et c'était vraiment très très chaud. La vérité, même ceux qui aiment bien les combats professionnels, là on voit des mecs qui en veulent parce que peut-être qu'il y a les caméras, et puis on voit il y a un mec qui s'appelle, moi j'ai ma Nabila du MMA Academy qui s'appelle Walter, et puis Walter il mange du foie cru le matin, voilà. Ouais. Parce que si tu veux faire du MMA, bah écoute mon pote, tu manges du foie cru tous les matins. MMA Academy, en tout cas, c'est quand exactement ça sort le 20 novembre, je crois. 20 novembre. C'est que MMA. D'accord, il n'y a pas d'autres sports de combat. Bon, en tout cas, en attendant, ça marchait. Allez vous procurer Tokyo Fight, l'autobiographie de Jérôme Le Banner. On attend un film, hein. Et c'est ce qu'on se disait, ça c'est un film. Ah ouais, il est trop bien le livre. C'est dans les tuyaux ou pas? Ok, d'accord. Bezerat Hachem. C'est écrit par Karine Ben Ismail. Voilà. Tokyo Fight, Jérôme Le Banner, l'autobiographie. Allez le choper, lisez-le. Voilà, franchement, en une journée, très, très cool. Une journée, en une journée, ça s'avale. Vraiment, merci Jérôme Le Banner qui était avec nous. Bon week-end à vous. Tu reviendras nous voir pour le film. Ok, ça marche. Très